Aujourd'hui, je vais vous parler sacrifice. Pas du sacrifice rituel des civilisations précolombiennes ou autres, mais du sacrifice de sa vie au profit de celle des autres, de ce qu'on aime. Ces parents qui font tout pour leurs enfants, ces enfants qui ne vivent plus sous prétexte qu'ils s'occupent de leurs parents vieillissants. Ce besoin finalement irrépressible d'aider son prochain conduit bien souvent à s'oublier soi-même. D'ailleurs, au passage, c'est parfois même un bon moyen pour s'oublier, pour éviter d'affronter ses propres difficultés. Je me suis toujours occupé des autres, je m'occupais déjà de mes frères et sœurs, puis de mon mari, et puis aujourd'hui de ma mère qui est en maison de retraite, et aujourd'hui finalement, je ne sais plus vraiment qui je suis et pourquoi je suis là. Alors, vous le savez sûrement, je ne suis pas un adepte des formules toutes faites du style «il faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres». Il paraît que le Dalai Lama, que John Lennon et même que Jean-Claude Van Damme ont asséné cette maxime. Cette injonction est parfaitement fausse si on y réfléchit. Il suffit de regarder par exemple la liste de Schindler, le film de Spielberg, ou de lire le livre, pour se rendre compte qu'on peut très bien avoir de l'empathie pour autrui sans pour autant s'aimer soi-même. Les psychanalystes estiment d'ailleurs que l'amour de soi se construit pendant l'enfance, dans le lien aux parents, et que ce rapport est quasiment ancré pour la vie. Et à l'inverse, certains philosophes comme Hannah Arendt, par exemple, pensent que l'amour des autres a le pouvoir de modifier la perception que l'on a de soi. Bref, oublions cette histoire qui consiste à dire qu'il faut d'abord s'aimer soi-même. La question n'est pas là. Ce qui m'intéresse, c'est comment, dans une situation de stress, de crise, de difficulté, on décide de privilégier l'aide aux autres par amour ou peut-être par peur de paraître égoïste, de s'oublier, de se sacrifier pour les autres. J'aime bien, pour illustrer ce comportement, écouter les consignes de sécurité données par les hôtesses de l'air ou les stewards avant le décollage de l'avion. Je sais pas vous, mais moi, je ne préfère pas trop écouter. Je me dis que si l'avion tombe, je hurlerai avec les autres passagers en agitant les bras. Et c'est pas le fait de rabaisser la tablette devant moi qui va nous sauver. Ça fait moins peur de mourir à plusieurs. Mais bref, ce qui m'intéresse, c'est la consigne en cas de dépressurisation de la cabine. On entend un gros bruit, l'air s'échappe, on ne peut plus respirer, il fait froid, tout le monde hurle, la panique s'installe. Les masques à oxygène vont tomber devant nous, mais quoi faire si on voyage avec une personne incapable de prendre son masque toute seule? Un enfant, une personne âgée. On l'aide à mettre son masque, puis on met le nôtre, ou on fait le contraire? Allez, dans 90% des cas, les gens me répondent « Je mets le masque à, par exemple, mon enfant, puis je mets le mien. Je me sacrifie pour mon rejeton, pour l'amour de ma vie. Je l'aime plus que moi. » Sauf que, en cas de panique, ce petit rejeton, justement, va se débattre et vous serez paralysé par l'angoisse, ce qui, au passage, va augmenter la panique de l'enfant, donc finalement incapable de lui mettre son masque à oxygène. Et a fortiori de mettre le vôtre ensuite. Alors que si vous mettez votre masque, vous, calmement, vous serez en capacité physique, psychique, d'aider votre voisin de siège, qui au passage, ressentant inconsciemment votre maîtrise, va se laisser faire. Vous le sauvez, en vous sauvant. Alors voilà, mon propos n'est pas de dire « aimez-vous », mais dans les situations difficiles, pensez à vous occuper de vous d'abord, à respirer, à mettre votre masque à oxygène, à vous sauver. C'est accessoirement le meilleur moyen d'aider les autres. Alors sur ce, je vais m'entraîner un petit peu à piloter sur Flight Simulator parce que on n'est jamais trop prudent.